Monsieur, dame, bonjour. Très heureux de vous rencontrer, de visu, comme on dit, ou en vrai plutôt, comme disent les enfants. Donc, bon, j'ai le privilège de vous connaître un tout petit peu déjà, puisque vous avez bien voulu me transmettre les réponses au questionnaire confidentiel. Et à cet égard, je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée, puisque se confier justement à des personnes qu'on ne connaît pas, c'est forcément très, très aisé ni facile. Donc merci de votre confiance. Donc je suis Jean-Pierre, c'est moi qui vais vous accompagner pendant toute cette première année. Quelques mots peut-être d'introduction sur à la fois notre école, notre parcours, pour que vous puissiez un peu nous connaître aussi, et puis sur le lieu où nous sommes. Et donc, ben voilà, donc c'est là que se dérouleront nos stages tout au long de cette année. On est installé ici, là, donc, dans cet endroit qui s'appelle les Tournesols depuis une douzaine d'années maintenant. Autrefois, on était installé dans le centre de Nantes. Il y en a parmi vous qui sont de Nantes, peut-être? Non? Ou qui habitent à Nantes? De Rezé. De Rezé? Et tu es né à... Non du tout. Je suis née à Ancenis. D'accord, d'accord. Et donc, bah, pour ceux, même si vous ne connaissez pas Nantes, donc Nantes c'est une assez grande ville tout de même. Et donc, on a été installé pendant près de 30 ans. Ça fait longtemps qu'on est dans cette aventure, nous-mêmes ici. Et donc, on a été installé pendant 30 ans dans le centre de Nantes. On était à côté de la mairie. C'est vraiment l'hypercentre, hein. La mairie et puis la préfecture. Et donc, à l'époque, on était en location dans cet endroit, mais c'est un endroit qui avait plusieurs niveaux. Ici, donc, c'est un endroit qu'on a pu acquérir, donc le lieu dans lequel nous sommes nous appartient désormais. Mais on a été pendant 30 années locataire d'un lieu qu'on avait à l'époque intégralement rénové. C'était un ancien entrepôt. Il appartenait à une chaîne de meubles un petit peu de luxe qui s'appelle Roche-Beaubois. Et donc c'était un entrepôt avec simplement des grandes salles vides. Donc on a tout réaménagé. Il y avait 3 niveaux. Sur un premier niveau, on a installé une librairie de développement personnel qui s'appelait à l'époque l'Esprit du Temps. Et puis on avait installé aussi, comme il y avait quand même de l'espace, il y avait une partie la librairie, une autre partie, ça communiquait mais c'était quand même séparé. Une autre partie qui était, on avait installé un restaurant biologique végétarien. Donc bon, il y a 30 années, on était les seuls sur la grande ville de Nantes à proposer une telle possibilité. Donc voilà, c'était une de nos amies qui s'occupait du restaurant. Et puis on avait 2 niveaux sur lesquels on avait créé un premier centre de développement personnel centré sur le yoga. On a commencé par faire du yoga. Ça a été notre activité pendant une petite dizaine d'années, avant d'extraire du yoga et puis d'autres expériences les éléments qui sont importants pour constituer cette nouvelle psychologie que l'on propose maintenant, là aussi depuis plus de 30 ans. Et donc on avait installé sur les 2 niveaux au-dessus de la librairie et du restaurant ce centre de développement personnel et de yoga. Et puis la propriétaire du lieu est décédée, c'était une vieille dame très charmante. Donc ensuite le lieu devait être partagé comme d'habitude dans les successions. Et donc il a fallu qu'on quitte cet endroit et c'est là qu'on a découvert ce lieu dans lequel nous sommes là maintenant depuis 12 ans. On a pu l'acquérir. Bon, pareil, c'était un ancien local bancaire. Bon, alors, transformé en un local bancaire en un local comme ça qui puisse accueillir des choses de développement personnel. Autrement dit, il a fallu tout refaire à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait. Donc on a tout réaménagé l'endroit. Donc on a 2 niveaux là dans cet endroit. Vous avez déjà vu le rez-de-chaussée. Vous avez rencontré Cécile, notre secrétaire. Vous avez peut-être déjà eu contact avec elle, au moins par téléphone. Elle est avec nous depuis bien longtemps aussi. On a 2 secrétaires. Donc Cécile, qui est notre secrétaire principale, et puis une deuxième secrétaire qui s'appelle Patricia, et qui elle s'occupe davantage de l'autre partie qu'on a créée en même temps ici, qui est à nouveau un centre de développement personnel qu'on n'anime plus nous-mêmes puisqu'on a installé notre école
ici, mais on loue nos salles, on met nos salles à disposition à toute une palette de professeurs dans la lignée que l'on aime, hein, dans la lignée du yoga, du tai chi, même de la méditation bouddhiste. Et donc voilà, il y a une quinzaine d'intervenants qui interviennent plutôt dans la semaine et le week-end, donc c'est nous qui occupons les lieux. Et donc ce lieu sera à vous pour maintenant chaque week-end que vous viendrez passer ici. Donc vous pourrez vous installer à divers endroits. On a deux salles donc, dans notre institut. Une première salle qui est plus petite que celle-ci, qu'on appelle Savannah. On lui a mis un décor un petit peu africain, voilà pourquoi on l'appelle comme ça. Et puis notre salle principale qui est ici, on l'a appelée elle Soham. Donc c'est un terme sanskrit important. Évidemment, on sera amené à introduire des éléments de la sagesse indienne, puisque c'est une chose que l'on connaît bien. Et donc, on a baptisé cette salle Soham. Soham, c'est un grand mantra indien, qui est un mantra d'identification qui permet de développer la conscience de sa véritable identité. Finalement, ça résume, d'un certain point de vue, tout le programme de notre formation. Notre formation est une formation de psychologie spirituelle. Et une de ses vocations, c'est de nous permettre de découvrir ce que l'on est en vrai, comme on disait à l'instant, ce que l'on est en vérité. Ce qui suppose qu'il y a des parties de nous qui ne sont pas vraiment vraies, si on peut le dire ainsi, avec des termes un petit peu plus choisis. Ça représente une des structures importantes qu'on étudiera ensemble ici, la structure de la personnalité, la persona, telle qu'on se montre, telle qu'on essaye de se constituer pour relationner, pour être présent dans le monde, et puis une partie profonde. On le dira aussi ensemble ici. Un autre qualificatif de la psychologie qu'on pratique, ça on pourrait l'emprunter à Jung, c'est la psychologie des profondeurs. Dans la profondeur, au-delà de notre apparence, il y a d'autres niveaux d'être, et finalement c'est tout le programme qui va être le nôtre durant cette première année. Et c'est résumé par ce mantra, ce grand mantra d'identification qui répond à la question, mais qui suis-je en vérité ? Est-ce que je suis le fils et la fille de monsieur et madame, nos parents? Ou bien est-ce que je suis le monsieur ou la dame qui a telle fonction, telle position, tel poste dans la société, plus ou moins valorisé ou valorisant? La question du qui suis-je, Soham, on développera ça évidemment bien plus profondément. Et donc pour faire le tour encore de notre endroit, donc notre grande salle ici, on a aussi deux bureaux pour nos secrétaires, le secrétariat, et puis on a deux autres bureaux, dont un qu'on loue aussi pour d'autres intervenants, des intervenants qui proposent des consultations individuelles, soit de psychologie, soit de thérapie manuelle ou autre. Bref, on est dans un endroit où on propose des approches alternatives. On a baptisé notre endroit les tournesols, par allusion un petit peu intuitive. On sait bien la propriété des tournesols. Qu'est-ce qu'ils font les tournesols ? Ils se tournent vers le soleil. Voilà. Donc c'est une jolie métaphore pour dire qu'il faut se tourner à la fois vers la vie et se tourner vers le soleil intérieur. C'est un peu la marque, j'allais dire, de fabrique de notre lieu, que ce soit les personnes qui interviennent ou bien nous ici. Voilà, donc les tournesols. Donc ça c'est pour un petit peu l'historique de nos lieux. Quelques mots maintenant sur notre école elle-même. Donc telle qu'elle est, avec ses programmes. On l'a créée maintenant avec Arona, mon épouse. On l'a créée il y a plus de 30 ans. Et donc au fil du temps, elle s'est développée, notre école. Elle s'est étoffée aussi. Donc si vous avez lu nos brochures, vous avez pu voir que nous proposions finalement plusieurs cycles d'études. Et là, vous êtes inscrit en première année du premier cycle d'études. Mais au global, il y a 3 cycles. Voilà, donc si vous voulez
si vous êtes très motivé par la psychologie des profondeurs. De plus, si vous souhaitez en faire un métier un jour, eh bien, on pense que vous aurez de quoi trouver et nourriture et capacité pour pouvoir mener à bien vos divers projets. Donc, 3 cycles de formation. Premier cycle de formation, à chaque cycle, on délivre un certificat de compétences, on pourrait dire, qui est structuré en plusieurs niveaux. Il nous faut quand même 3 années pour arriver à qualifier une personne qui voudrait s'engager dans la relation d'aide. On le dira sans doute tout à l'heure quand on va continuer à faire connaissance un peu plus les uns avec les autres. Mais d'emblée, y en a-t-il parmi vous qui ont déjà le projet d'éventuellement en faire un métier à terme qui vient pour une motivation professionnelle. Voilà. Donc, c'est gradué pour former des bons, entre guillemets, thérapeutes. On parlera de tout cela. Psychothérapeutes, des thérapeutes de l'âme. Évidemment, il faut acquérir beaucoup de choses, il faut acquérir des connaissances principielles, on les délivrera ici, mais il faut surtout acquérir, bien sûr, un savoir-faire, mais un savoir-faire qui reposera fondamentalement, comme on dit parfois dans la littérature d'aujourd'hui, un savoir-être, c'est-à-dire on va travailler, vous allez travailler d'abord intensément sur votre propre personne, parce que le métier de thérapeute est un de ces métiers particuliers où on ne peut pas beaucoup dissocier, on ne peut même pas dissocier du tout le métier de la personne de celui qui l'exerce. Il y a quelques métiers comme ça qui impliquent la totalité de la personne. Les métiers artistiques, un chanteur qui se met sur une scène, bon, il vient de tout entier avec lui-même, il ne peut pas être chanteur et puis mettre son corps de l'autre côté, ou dans un autre registre, un pompier, ou un militaire, ou un policier. Bon voilà, il y a un certain nombre de métiers. Le métier de thérapeute, c'est pareil, selon les perspectives qui sont les nôtres, il implique la totalité de notre être. Voilà pourquoi il faut un apprêtement, voilà pourquoi il faut opérer un travail sur la personne elle-même pour qu'elle puisse être, ce sera un des termes qu'on utilisera ensemble ici, pour qu'elle puisse être à la fois un canal, alors on verra ce que ça veut dire, un canal de quoi, qu'est-ce qu'on canalise. En réalité, le métier de thérapeute tel qu'on le conçoit ici est un métier de sagesse. Il faut donc continuer à progresser dans une voie de sagesse, et là on s'approche de la dimension spirituelle. Selon nous, il nous faut consacrer un temps minimal, 3 années pour acquérir un premier niveau qui soit acceptable, qui soit fiable pour les personnes qui viendraient ensuite frapper à votre porte et que vous puissiez leur offrir une qualité d'être et une qualité d'accompagnement. Notre premier cycle propose une première certification de compétences. On délivre le titre de conseiller en relations humaines et développement personnel. Voilà, c'est un titre un petit peu à la rallonge, mais bon, qui dit bien ce qu'il veut dire. Et vous serez amené, vous serez apte, au terme de ces 3 années, à proposer ce qu'on appelle, bon, ça a dérivé comme ça maintenant les terminologies, vous serez habilité à proposer ce qu'on pourrait appeler du coaching psycho-spirituel. On aurait pu marquer comme titre, comme dénomination sur ce premier niveau, coach. On n'aime pas trop ce terme, bon, puisqu'il est un peu à la mode. Il indique aussi à la mode au sens où il commence à faire sens aussi dans le public. Donc voilà, un certain nombre de vos prédécesseurs utilisent dans leurs flyers ou dans leurs présentations, et certains même avec un certain succès, proposent donc justement ce qu'on vient d'appeler là du coaching psycho-spirituel. C'est le premier niveau de compétence que l'on peut atteindre avec notre premier cycle. Il y a un second cycle qui propose là un niveau un peu plus approfondi, où on délivrait autrefois le titre de psychothérapeute. Peut-être si vous cheminez dans le milieu de la psychologie depuis un certain temps, vous avez pu vous apercevoir qu'il y a eu des chaises musicales, on pourrait dire, avec les titres, c'est-à-dire des titres qui étaient opératifs autrefois ne sont plus possibles aujourd'hui. On parlera de tout ce qui se passe dans le micro-milieu de la psychologie, où il y a une bisbille, des antagonismes, des conflits aussi parfois entre l'approche institutionnelle et puis les approches alternatives. Bref, aujourd'hui, le titre de psychothérapeute est réservé à l'université, qui, comble de paradoxe, ne le délivre cependant pas.
Donc l'université interdit l'usage du titre dans les écoles comme les nôtres, qui les délivraient pourtant depuis des décennies. Mais l'université, et on dira pourquoi, ne délivre toujours pas le titre de psychothérapeute pour la raison très évidente qu'elle ne forme pas à la psychothérapie. Voilà pourquoi a fleuri depuis les années 60-70 toute une cohorte de thérapies différentes, de thérapies alternatives, parce qu'en réalité il y a un grand problème sociétal, un grand problème institutionnel, notamment dans les sciences humaines, ce qui fait que des écoles alternatives nombreuses ont fleuri et ont formé des thérapeutes qui, on le sait aujourd'hui, aux grandes dames des personnes formées dans les institutions, ont bien souvent la préférence du public. Alors forcément, on peut comprendre que ça enrage les gens qui sont dans l'institutionnel, mais beaucoup de personnes préfèrent fréquenter les thérapeutes qui ont été formés en dehors de l'université, dans des écoles privées, des écoles alternatives comparables aux nôtres. Pourquoi? Parce que dans nos écoles, nous formons vraiment à la vraie psychologie. Et non pas, on le dira à l'université, le titre qu'on devrait délivrer, il serait approprié à ce qui est appris dans ces contextes-là, ça devrait être le titre de psychosociologue, puisque ce sont principalement des enquêtes de sociologie, ou le titre de psychobiologiste, parce qu'on convoque beaucoup les sciences de la matière, et la chimie et la biochimie, mais certainement pas, et voilà le problème, et voilà pourquoi il y a la pléthore aujourd'hui de thérapeutes différents, certainement pas le titre de psychologue clinicien. Celui-ci, pour toutes les écoles alternatives, il est proprement usurpé par l'université parce que, même si le titre est ronflant, les personnes qui sortent de l'université, sauf à venir dans les écoles comme les nôtres, bien souvent ne peuvent pas proposer de psychothérapie parce qu'on ne leur a pas appris dans l'université. Et donc ils apprennent en général en dehors de l'université. Donc on délivre dans notre second cycle l'équivalent d'autrefois du titre de psychothérapeute. Aujourd'hui les titres qui sont à la mode, c'est le titre de psychopraticien. On le délivre, on le propose aussi, on a 2 titres qu'on délivre selon ce que les personnes préféreraient porter une fois qu'elles sortiraient de nos instituts, de notre institut. On délivre le titre de thérapeute psychocomportemental. Et quand on laisse le choix aux personnes, souvent elles préfèrent ce titre-là. Mais comme l'usage veut, un petit peu comme le coaching, que le titre de psychopraticien soit un peu plus identifié, quelques-uns préfèrent le titre de psychopraticien. En tous les cas, voilà, notre deuxième cycle de formation forme, pour le dire, au métier de psychothérapeute. Celui qui va vraiment soigner la psyché. Et vous allez être formé de façon intensive à une véritable aptitude à pouvoir accompagner la souffrance humaine, parce que vous l'aurez traversé, alchimisé pour une part à l'intérieur de vous-même, grâce à divers programmes dont on va parler plus précisément tout à l'heure. Et puis on a un 3e cycle de formation qui, lui, clôture en quelque sorte tout le programme que l'on propose dans notre institut. Et là, on délivre 2 autres titres. Un titre de psycho-art-thérapeute. Alors bien souvent, les personnes même commencent leur périple chez nous et auraient aimé ou viseraient le métier et le titre d'art-thérapeute. Nous prenons soin de préciser le titre psycho-art-thérapeute. Alors on le sait bien, aujourd'hui, il y a pléthore aussi d'offres de formation. Certaines formations proposent de former en une année un art-thérapeute. Sans doute, les personnes apprendront un certain nombre de choses pour accompagner les autres personnes. Mais l'art-thérapie, si elle est décollée d'une formation sérieuse, approfondie sur ce qu'est la psyché, aura une incidence modeste. Et donc pour vraiment accompagner les personnes sur la base ou en utilisant les outils de l'art-thérapie, selon ce que nous proposons ici, il y a besoin d'une formation sérieuse de psychologie profonde. Ceci étant dit, nous allons mettre en œuvre, dès notre premier stage, des pratiques d'art-thérapie, puisque ça fait partie des outils privilégiés, dont je vais vous parler tout à l'heure, les outils privilégiés que nous utilisons. Et donc notre 3e cycle délivre le titre de psycho-art-thérapeute en une année, et on n'utilise pas simplement le support qu'on va utiliser en première année,
qui est le support de la peinture, qui est un support accessible et qui permet déjà de faire des choses intéressantes. Mais on utilise aussi d'une façon plus large des techniques d'écriture, de main droite, de main gauche. On utilise le travail avec l'argile ou la pâte à modeler qu'on peut proposer, y compris à des enfants. On utilise la voix, le chant, on utilise aussi le mouvement. Voilà, donc il y a toute une palette que l'on peut adjoindre à un titre d'outils complémentaires pour accompagner les âmes qui seraient en quête de mieux-être, en utilisant ces merveilleux outils aussi que sont les techniques d'art-thérapie. Et puis notre troisième cycle propose le titre qui clôture en quelque sorte l'ensemble de ce que nous proposons ici. Elle délivre le titre de psychanalyste transpersonnel. Cet après-midi, je vous ferai une introduction un peu générale sur la psychologie transpersonnelle. Et vous verrez, on verra que ce que nous faisons ici s'inscrit dans la grande famille de la psychanalyse, laquelle a plusieurs courants, a plusieurs branches. Et donc, la nôtre, c'est la psychanalyse transpersonnelle, qui se rattache à la psychanalyse originelle créé par Freud via son premier disciple qui s'appelle Jung. Voilà, donc des choses qu'on va redire un peu cet après-midi. Mais donc le titre terminal, psychanalyste transpersonnel, qui permet d'accompagner les personnes sur le long cours. Peut-être d'ailleurs, y en a-t-il parmi vous qui ont engagé des thérapies avec un thérapeute depuis longtemps? Il y en a parmi vous qui ont un thérapeute? Oui. Depuis longtemps? Oui. Combien de temps? 10 ans. 10 ans, voilà. Donc c'est typiquement le métier de psychanalyste. Et les autres personnes? Moi, c'est différents thérapeutes. Différents thérapeutes, depuis combien de temps? Ça fait plus de 10 ans. 10 ans aussi, oui. Moi aussi. Oui, voilà. 12 ans. 12 ans, voilà. On parlera des durées. D'autres personnes ont levé la main? Oui. Moi, c'est très récent, moi, ça fait qu'1 an et demi. 1 an et demi, voilà. Et donc, vous, maintenant, si on inverse, vous, en tant que futur thérapeute, eh bien, vous serez à même de pouvoir proposer des thérapies ponctuelles pour les personnes qui débutent. Vous serez capable de proposer des tranches de thérapie sur plusieurs mois, qui peuvent être suspendues pendant un temps, puis reprises ensuite, où vous pourrez proposer justement des thérapies de longue durée, où vous accompagnez les âmes dans leur grande profondeur. Voilà, donc ceux qui ont déjà rencontré, et ceux parmi vous qui ont des thérapeutes, est-ce que ce sont des thérapeutes alternatifs ou des thérapeutes institutionnels? Moi, elle a été formée ici. Ici? Ah oui. Vous passez le bonjour d'ailleurs. Qui c'est d'ailleurs? Karine Floridas. Ah, Karine, d'accord, oui, ben, tu lui rendras Ouais. son bonjour, je me souviens bien de Karine, oui, oui. Oui. Moi, j'ai suivi des thérapies brèves, Bref, comme la PNL. oui, d'accord, on en parlera aussi de la PNL. C'était vraiment bref. Et puis après, de manière brève aussi, j'ai été coachée par des thérapeutes, mais dans les relations amoureuses, par exemple. D'accord, oui, oui, oui. Voilà, donc vous serez formé. Alors le premier cycle permet de proposer ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les thérapies brèves, du conseil, du coaching, de l'accompagnement. Et puis ensuite, voilà, vous avez vu les divers niveaux d'accompagnement qui sont possibles. Pour ceux parmi vous qui ont eu déjà l'expérience en tant que patient, entre guillemets, mais on dira beaucoup de choses sur ce terme-là qui ne convient pas vraiment, puisque les patients, dans le contexte qui sont les nôtres, ne sont pas passifs. Ils doivent participer de leur, entre guillemets, de leur thérapie. Ceux parmi vous qui ont cette expérience du point de vue, entre guillemets, du patient, eh bien, vous pourrez commencer à vous projeter de ce que vous pourrez devenir lorsque vous aurez fait ce périple que les uns ou les autres ont fait pour vous accompagner. Donc ça, c'est pour dresser le tableau général de ce que nous proposons ici. Bon, bien sûr, c'est la première demi-heure de votre premier stage de première année du premier cycle. Donc, programme de ce qui nous attend là dans notre première année, d'abord, et puis ensuite je vous préciserai le programme de notre premier stage. Programme donc de notre première année. Ce sera d'ailleurs un peu semblable au fil la même chose au fil des autres années. On essaye de proposer une alternance équilibrée entre des travaux pratiques, des ateliers pratiques, des ateliers expérimentaux où on expérimente sur soi-même.
ce que l'université ne propose pas. C'est la grande carence et c'est la grande faille des formations institutionnelles. Donc on propose une alternance d'ateliers pratiques et de cours théoriques. En réalité, on propose dans notre première année 3 ateliers pratiques et 3 types de cours théoriques pour ou bien introduire, comme ce qu'on va faire cet après-midi, on va commencer par un cours théorique cet après-midi, ou bien pour accompagner, développer, étoffer les expériences que nous ferons, que vous ferez dans le cadre de nos ateliers expérimentaux. 3 ateliers pratiques, 3 cours théoriques que nous allons mettre en place progressivement. On ne va pas tout faire d'un coup, et dans notre premier stage, on va mettre en place 2 ateliers pratiques sur 3, et un seul apport théorique sur les 3. Et il nous faudra nos 3 premiers stages pour mettre notre formation sur ces rails de croisière, ou sur sa vitesse, ou pour atteindre sa vitesse de croisière. 3 ateliers pratiques, le plus important, et on va le démarrer dès demain matin, mais pour ce faire, je vous ferai une introduction cet après-midi. Le premier atelier, c'est le plus important. Dans nos brochures, on l'appelait autrefois, je ne sais plus si on l'appelle comme ça maintenant, les ateliers de la vie. C'est le plus important parce qu'il va nous permettre de côtoyer, traverser, convoquer, évoquer la totalité de ce qui fait notre vie humaine. Et pour cela, on utilise une technique, un outil très précis, bien particulier, qui est un peu la spécificité, la spécialité de notre endroit, qui sera aussi votre spécialité lorsque vous aurez fait le périple, qui est la technique que nous appelons la technique du rêve éveillé dirigé. C'est une technique qui est à la fois moderne dans cette formulation, mais qui est en réalité connue depuis très longtemps, notamment dans les sagesses orientales. On travaille beaucoup avec ce niveau de l'âme. Rêve éveillé dirigé, qui porte aujourd'hui d'autres dénominations, donc vous pourrez faire le lien avec ces dénominations qui sont parfois choisies ou préférées dans d'autres contextes. Nous on préférera cette dénomination, mais les autres désignent exactement la même chose. On l'appelle parfois technique d'imagination active, c'est pas mal, imagination active, c'est la formule de Jung. Et on se place tout à fait en héritier aussi, du point de vue pratique, de ce que Jung a fait. Jung, premier disciple de Freud, mais on reviendra sur ces choses-là. Imagination active, on l'appelle aussi, ça c'est plutôt dans la littérature New Age, on l'appelle technique de visualisation créatrice, très bien aussi. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Imagination, ça veut dire que l'on va utiliser une des facultés, on va faire ensemble la théorie des facultés. Nous n'avons pas qu'une seule faculté à disposition en tant qu'âme humaine, nous en avons une pluralité. À vrai dire, c'est à ce modèle-là qu'on se référera nous ici, et je vous montrerai bien souvent ce petit schéma, même si on l'étudiera d'une façon plus didactique qu'à partir de notre stage numéro 4, mais dès notre premier stage, je vais vous montrer ce joli schéma. C'est un schéma structurel qui indique que notre psyché, elle est structurée, elle est composée, il n'y a pas qu'une seule chose qui compose notre être, il y en a une variété. Fort intuitivement, on le sait bien, puisque c'est avec ça qu'on se débat. On se débat avec tout ce fatras intérieur, et force est de constater qu'on ne nous a jamais rien appris concernant ces sujets pourtant si fondamentaux à l'école. Ça aussi, c'est une des choses sur lesquelles on reviendra souvent. Comment se fait-il que dans nos écoles de la République laïque, il n'y ait pas comme discipline à côté de la géographie, à côté de la biologie, à côté de la physique, comment se fait-il qu'il n'y ait pas la discipline de la psychologie? C'est quand même invraisemblable cette affaire-là. On verra pourquoi. On verra parce qu'il y a le refus dans nos institutions laïques, modernes, du concept qui sera un concept central pour nous, le concept d'âme. Anima en latin, psyché en grec.
nous réhabilitons ici le concept d'âme. L'âme est structurée, elle est composée, il y a une variété de facultés. Vous allez apprendre, nous allons apprendre ensemble à identifier les facultés internes de notre âme qui obéissent à des lois qui sont propres, et c'est précisément l'objet de nos études. On étudiera les lois qui gouvernent chacune de nos facultés. Ainsi, il y a une faculté très importante qui est la faculté de l'imagination sur notre joli petit schéma, et je vous donnerai très rapidement l'image de ce schéma, même si on n'aura pas dit tout ce qu'il y a à dire sur ce schéma dans un seul stage, mais déjà vous serez familiarisé avec la compréhension qu'il y a une structure. Nous utilisons une des facultés principales, l'imagination active, que l'on peut activer consciemment et volontairement, l'imagination active, la visualisation créatrice, le rêve éveillé dirigé, et elle se situe sur cette sphère de couleur violette lorsqu'on regarde ce schéma descriptif de l'âme humaine. On utilise donc cette faculté, on peut l'utiliser en pleine conscience. Voilà pourquoi les termes de imagination active ou le terme de rêve éveillé, qui fait écho au rêve nocturne, où là notre conscience n'est pas présente, et pourtant c'est le même niveau. Et puis enfin, il y a une dernière dénomination qui elle aussi est à la mode, donc il faut bien mettre du sens sur les mots qui deviennent à la mode, qu'on n'utilise pas parce qu'on n'aime pas trop ce terme-là, mais cependant ça recouvre exactement, très exactement ce que vous allez apprendre ici. Ce sont les techniques qu'on appelle aujourd'hui d'hypnothérapie. Alors tout de suite ça en impose, parfois ça peut faire peur un petit peu. L'hypnose, on ne choisit pas ce terme-là. Le terme hypnose est un terme qui est ambivalent, ambigu, on voit bien. Nous préférerons le terme de rêve éveillé. Pourquoi? Parce que ce que nous professons, nous, ici, c'est la centralité de la conscience. Tout ce que nous allons faire ensemble repose sur la conscience, et la conscience éveillée. Et ce que nous visons à terme, c'est ce qu'on appelle dans les sagesses le plein éveil. Mais le plein éveil de quoi? Eh bien de cette autre faculté. Alors celle-ci, on la placera sur notre schéma, au milieu du schéma. C'est la faculté centrale, c'est la plus importante, c'est à partir de celle-ci que nous allons développer tous nos travaux intérieurs et tous nos commentaires. Et à partir de ce point interne, il est possible de mettre en acte chacune des diverses facultés qu'il faudra apprendre à discerner clairement dans notre intériorité. C'est tout l'objet de notre travail, du travail intérieur que nous allons poursuivre ensemble, et notamment la capacité, la découverte peut-être pour certains parmi vous, la découverte que l'on peut agir volontairement, on peut mettre en acte volontairement l'une et l'autre de ces facultés, mais particulièrement l'imagination, et quand elle devient créatrice, la visualisation créatrice, ça fait joli une fois de plus dans la littérature, mais si on veut vraiment lui donner tout son sens et toute sa valeur, ce que nous ferons ici, alors ça devient un très puissant instrument de transformation de l'âme, et donc un très puissant instrument de thérapie, de psychothérapie, ça sera votre outil principal, ou d'autothérapie, parce que vous allez l'utiliser aussi vous-même. Vous allez apprendre à utiliser vous-même cette technique sur vous-même pour en découvrir progressivement les vertus, et pour en découvrir l'efficience aussi. Parce que si on veut bien mettre en œuvre ces pratiques, elles font des effets, elles produisent des effets. C'est tout ce que nous allons faire ensemble. Donc premier atelier centré sur cette technique, que je vais vous introduire d'une façon plus détaillée cet après-midi. Première technique, rêve éveillé dirigé. Au passage, une petite remarque aussi, la technique qu'on va mettre en œuvre pendant notre premier cycle s'appelle rêve éveillé dirigé. Ça suppose donc qu'il y a un scénario qui est en amont, qui est proposé et qui vise à faire aux personnes qui veulent bien s'adonner à cette expérience, des expériences intérieures. Mais il y a une autre modalité d'utilisation du rêve éveillé. Et nous l'apprenons, nous la transmettons dans le second cycle. C'est le rêve éveillé interactif. Là, il n'y a plus de scénario. Là, le thérapeute voyage avec son patient. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en groupe, c'est quelque chose qui s'effectue en duo. Et c'est le programme de nos formations de second cycle, où là, les personnes vont apprendre d'autres modalités du transpersonnel, qui consistent à travailler, à modifier la conscience, le rêve éveillé dirigé, mais aussi le rêve éveillé interactif, où
on rêve avec l'autre personne, bien sûr. Le thérapeute est celui qui normalement conduit. Il ne faut pas qu'il se laisse avaler par les énergies qui montent dans la psyché de l'autre personne. Mais il n'y a pas de prédétermination comme avec le rêve éveillé dirigé. Donc ça, c'est une modalité du rêve éveillé dirigé. L'intérêt d'utiliser, par contre, les rêves éveillés dirigés, c'est que ça permet de circonscrire à chacune de nos séances ou de nos expériences, à chacun de nos stages en l'occurrence, de circonscrire un domaine bien précis de notre psyché qui est vaste, en réalité extrêmement vaste, et donc il faut bien se doter d'une méthode, d'un moyen pour étudier une complexité. C'est le programme de notre premier cycle et de notre première année. Chaque stage, avec l'atelier de rêve éveillé, vous allez faire l'expérience d'un scénario construit intentionnellement pour vous permettre d'atteindre des aspects bien précis de votre psyché. Et ainsi, de stage en stage, vous allez progresser dans l'exploration méthodique et guidée de vous-même. Mais pour que ça parte dans tous les sens, eh bien, on se donne un cadre. Et le rêve éveillé permet de fournir un cadre très intéressant. Tout ça semble très abstrait quand on l'exprime comme ça d'une façon générale, mais dès demain matin, vous allez voir ce dont il s'agit, et ce dont il s'agit est quelque chose de finalement très concret en réalité. Technique donc du rêve éveillé, on la mettra en œuvre dans nos stages, la plupart du temps le dimanche matin en général. Suite à l'expérience guidée, il y a un grand temps de commentaires. C'est là que vous allez apprendre le langage de l'inconscient, le langage des symboles de l'inconscient d'une part, mais vous allez aussi apprendre les moyens d'agir sur votre propre inconscient. Je vous proposerai un commentaire qui reprendra tout simplement la chronologie du scénario, où à chaque séquence, eh bien, il y a des symboles, il y a des expériences, il y a des rencontres que vous allez faire, et nous allons donner du sens, expliciter les expériences et les rencontres que vous aurez faites dans ce rêve éveillé. Nous dirons comment les utiliser pour que vous puissiez, pendant la période d'interstage, revenir dans vos rêves éveillés. Voilà le travail personnel que vous aurez à faire. Ce n'est pas un travail livresque. À l'université, quand les cours commencent, les profs viennent dans leur amphithéâtre avec une pile de livres et ils recommandent à leurs auditeurs, leurs étudiants, de lire des livres. Vous pourrez bien lire tous les livres que vous voulez, mais le principe pédagogique et le travail personnel qui vous est proposé n'est pas de cette nature-là. C'est un travail intérieur. Et donc, comme consigne, vous aurez, par exemple, là, pour le rêve éveillé, la consigne de le refaire au minimum une fois par semaine. C'est le minimum. Le minimum du minimum, ça fait 4 fois dans l'interstage. Bien sûr, si vous avez du temps, si vous êtes motivé, eh bien, n'hésitez pas à en faire davantage. Vous serez d'autant plus familiarisé avec ces techniques, d'autant plus si vous voulez en faire votre propre métier. Plus vous allez pratiquer, plus ça va être familier, plus vous allez pouvoir avoir de l'aisance. C'est ça le principe. Vous allez apprendre ces techniques-là. Et donc, le rêve éveillé dirigé, premier atelier très important qu'on fera le dimanche, suivi de ce grand commentaire où seront données des explications des symboles, des indications pour que vous puissiez retravailler pendant l'interstage. Mais on fera aussi de grands développements concernant la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire on partira de nos cas particuliers, de notre expérience intime personnelle, avec les moyens moyens pour pouvoir agir sur celle-ci, mais nous étendrons nos explications pour comprendre ce dont il s'agit concernant toutes les psychés humaines. Autrement dit, ça sera l'occasion de commencer à apprendre et à introduire la grande science, la grande théorie transpersonnelle de l'âme. Donc c'est des commentaires qui peuvent être parfois bien développés, ça nous occupera parfois plusieurs heures. Voilà, c'est le cœur vraiment vivant de notre formation. En complément de ce premier atelier pratique sur le rêve éveillé, l'hypnothérapie, un deuxième atelier que nous allons mettre en œuvre dès notre premier stage, donc demain après-midi cette fois-ci, c'est les ateliers d'art-thérapie justement. Et je vous ferai là encore une petite introduction sur ce qu'est la finalité, sur ce qu'est le sens et le moyen de profiter de ces techniques d'art-thérapie.
Et elles seront corrélées directement à l'expérience que vous aurez faite dans le rêve éveillé, puisque très simplement, donc, vous avez vu dans nos présentations, puis dans le courrier d'entrée, on vous a demandé d'amener de quoi faire de la peinture. Tout le monde a son petit matériel. Voilà. Bon, c'est du matériel scolaire ordinaire, hein. D'ailleurs, demain, quand on ferait l'introduction, je vous rappellerai une notion qui est très très importante. Vous ne vous êtes pas inscrit à une école de beaux-arts. Voilà, donc déjà pour se mettre à l'aise, on sait que certaines personnes hésitent à s'inscrire dans nos formations parce qu'il y a l'atelier d'art-thérapie et qu'elles se sentent tellement malhabiles ou tellement peu aptes à pouvoir, ou pas de familiarité peut-être avec cela, que elles y vont parfois reculons. Si tel était le cas, rassurez-vous et rassérénez-vous complètement. Vous n'êtes pas inscrit à une école de beaux-arts. Vous n'avez pas besoin de faire des belles choses. Nous n'allons pas travailler sur les objets, la peinture en tant que telle, mais nous allons travailler sur nous-mêmes. On dira cela demain. Et donc, on va utiliser la peinture pour notre première année. Et l'expérience qui sera récurrente dans notre première année consistera à représenter sur notre feuille la séquence, l'expérience qui aura été la plus importante pour nous dans ce que vous aurez fait comme expérience dans le rêve éveillé. La séquence la plus importante, la plus signifiante en réalité, pour que la charge de signification et d'émotion qui est liée à l'expérience que vous avez faite ne reste pas à l'intérieur, mais puisse être exprimée, extériorisée. C'est déjà une première vertu de l'art-thérapie. Il y en a d'autres qu'on évoquera demain quand on voudra préciser l'intérêt de s'adonner à ce type d'exercice. Ce sont aussi de puissants exercices d'entraînement à la maîtrise du corps émotionnel. Voilà, on dira tout ça demain. Mais donc, l'art-thérapie, reproduire en peinture. Et après les premiers temps, bon forcément de demain ce sera le premier temps émouvant, puisque ce sera la première fois, mais au fil des séances, en général la deuxième, troisième séance, on s'est habitué les uns aux autres d'abord, et puis à l'expérience elle-même, et finalement on finit par en prendre goût. Oui, oui, même ceux qui allaient à reculons, vous allez finir par prendre goût à ces pratiques-là, parce que ce sont des pratiques qui font du bien aussi. Elles font profondément du bien, parce que enfin on va pouvoir laisser s'exprimer ce que l'on a verrouillé, ce qu'on nous a interdit, tout ce qui a été formatant et formaté en nous pour être les bonnes personnes, comme il faut, bien élevés que nous sommes, et que nous avons réussi finalement, bon an mal an, à être. Mais ce faisant, en construisant des personas normosés, en construisant nos personas adaptés au monde, nous avons bridé et laissé en jachère tout un ensemble de notre âme qui là est à la traîne et qui réclame j'aimerais bien pouvoir dire quelque chose, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer. L'art-thérapie permet de travailler aussi sur ce que certains appellent à juste titre l'enfant intérieur. Et nous avons tous un enfant intérieur qui peut-être a été malmené, qui peut-être est toujours malmené par nous, parce qu'il faut que nous soyons des adultes qui assurons. Voilà. Et donc on va autoriser. Ce sont aussi des expériences de libération qui sont proposées dans un contexte comme le nôtre. Deuxième grand atelier, donc l'atelier d'art-thérapie, qui vient en complément de l'atelier sur le rêve éveillé. Plus tard et progressivement, nous apprendrons ensemble à interpréter les productions d'art-thérapie. En première année, vous aurez, dans le petit travail que vous aurez à faire d'un mois à l'autre, vous aurez de façon récurrente 3 questions pour pouvoir commencer à exploiter votre propre production. Sachant qu'en deuxième année, on apprendra à analyser de façon bien plus systématique les productions d'art-thérapie. Et sachant qu'en troisième année, là, vous aurez une formation bien plus développée aussi, notamment sur un aspect bien particulier que nous développons ici de l'art-thérapie, qui est l'utilisation des mandalas. Il y a parmi vous qui connaissez les mandalas déjà ? Ouais, des choses qui sont de plus en plus connues aujourd'hui. Nous, ça fait 40 années qu'on travaille sur ces choses. On a accroché au mur là, quelques exemples de mandalas. Ils ont été peints par Aruna, donc mon épouse, qui, en troisième année,
propose des ateliers basés sur cette partie spécifique de l'art-thérapie que sont les mandalas. Et au terme de la 3e année, vous serez à même, si c'est quelque chose qui vous aura parlé, vous serez apte à pouvoir proposer vous-même des ateliers d'art-thérapie sur les mandalas, soit en petits groupes, soit même en individuel. Et donc c'est une chose qui s'amorce avec notre premier atelier d'art-thérapie que nous allons faire demain. Ça, ce sont nos 2 premiers ateliers pratiques, complétés par, il nous restera un 3e atelier pratique. Celui-ci, on le mettra en place qu'à partir de notre stage numéro 3. Pourtant, ce 3e atelier est d'une certaine façon, du point de vue psychospirituel, du point de vue du développement de votre âme, le plus important. C'est un atelier, et c'est la caractéristique de la psychologie que nous proposons ici, qui est une psychologie ouvertement spirituelle, et son sous-titre, on le présente parfois comme ça dans nos brochures, on l'appelle « Atelier de maîtrise du corps émotionnel ». Alors, le titre est assez explicite, hein. On sait bien que nous avons maille à partir les uns avec les autres, même si nous savons donner le change, mais nous avons maille à partir avec nos états émotionnels qui nous donnent beaucoup de fil à retordre. Vous allez apprendre des techniques progressives, des techniques de maîtrise progressive de votre propre corps émotionnel. Et je vous ferai, on aura cheminé pendant 2 stages déjà, mais je vous ferai une introduction à la fois sur ce que sont les émotions, et puis d'autre part, sur le moyen d'agir sur les émotions en utilisant les facultés les plus profondes de notre âme. Alors à nouveau, si on voit notre schéma, on voit qu'il y a une hiérarchie. Hein. On a parlé de la sphère de couleur violette qui est plutôt en bas, mais on voit bien qu'il y a des sphères qui sont plutôt en haut. Tout ça fait partie de nous. Tout ça fait partie de la totalité de notre être, et il faudra apprendre à le découvrir en vrai. Découvrir à l'intérieur de soi, pas simplement sur un schéma. Et donc pour pouvoir le découvrir en vrai, il faut pénétrer à l'intérieur de soi et s'adonner, et bien heureusement pour nous, il y a des techniques qui ont été mises au point depuis des millénaires. On les empruntera aux sagesses orientales, puisque ce sont les sagesses orientales qu'ils ont développées, perfectionnées tout au long de leur périple. Elles sont inconnues dans les traditions occidentales, bien qu'elles commencent à être réintroduites. Ce sont toutes les techniques qu'on appelle méditatives, qui s'insèrent dans la grande philosophie indienne, bouddhiste, et qui vont de pair aussi avec d'autres techniques, cette fois-ci, qui impliquent le corps, qui sont les techniques de yoga. Toutes ces choses, nous les pratiquons nous quotidiennement, on les a enseignées aussi autrefois en tant que technique de yoga par exemple, et bien sûr, elles offrent de telles ressources et des ressources si précieuses pour à la fois comprendre et maîtriser notre âme, que c'est invraisemblable que ça ne fasse pas partie de l'arsenal thérapeutique de nos thérapeutes d'aujourd'hui. Même si ça commence un peu à se développer, la méditation, on développera, on fera des commentaires. Aujourd'hui, il y a une branche de la méditation qui s'est développée, qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Nous dirons à la fois le bien fondé de ces pratiques, mais nous dirons aussi les limites. Parce que la méditation ne vise pas simplement le seul bien-être interne, ça sera le premier fruit, celui que vous aurez comme premier fruit justement d'être moins embarrassé par vos états émotionnels, de savoir comment est-ce que l'on peut agir sur nos diverses humeurs, surtout si elles ont la fâcheuse habitude d'être un peu instables. Ces techniques méditatives permettent de stabiliser nos humeurs, permettent de progresser dans la maîtrise du corps émotionnel. Mais elles visent autre chose, selon nous. Elles visent à permettre à la conscience de se relier aux dimensions supérieures, aux dimensions supraconscientes, se relier aux dimensions transpersonnelles. C'est pour ça que c'est la technique spécifique de la psychologie que nous pratiquons ici, mais la technique, l'application pratique de cette psychologie tiendra dans cette technique méditative, empruntée aux méditations traditionnelles orientales. En réalité, c'est une méditation qui est construite sur la notion de chakra. Vous allez apprendre à travailler sur vos centres d'énergie. Donc, on travaille vraiment sur l'énergie, c'est pas simplement mental, sur l'énergie. Et on travaille sur l'énergie à partir du souffle. On se concentre sur le souffle, sur l'énergie justement. Et on travaillera sur le chakra lié aux émotions, au corps émotionnel. On l'appelle le Manipura chakra.
qui est relié à un autre chakra très important qu'on appelle le Sahasrara chakra. Et nous avons des difficultés avec notre corps émotionnel parce que nous sommes coupés. Voilà pourquoi il faut rétablir des liaisons, il faut rétablir des reliances, il faut relier les diverses instances de notre âme. C'est aussi pour ça que nous souffrons. Vous allez apprendre, ce sont des techniques qui sont simples, elles ne sont pas compliquées. Et je vous les transmettrai comme il faut à partir de notre stage numéro 3. On aura introduit un certain nombre de choses et nous serons prêts pour mettre en place